Il y avait une exposition donc justement sur cette tombe. Ils étaient en train de tout scanner. Donc toute la tombe a été passée en scanner. Donc je me suis rapprochée au laboratoire qui faisait donc toutes les scans et ils sont passés à ma galerie et ils ont scanné aussi ce relief pour qu'ils puissent au moins virtuellement le poser à l'endroit où il devrait être. Puis peut-être le collectionneur un jour fera rapatrier le relief aussi en Égypte. Chaque objet d'art a une histoire à raconter. Une histoire qui devient un mythe qui devient légende. Bienvenue sur Rosantico, le podcast qui explore le marché de l'art et ses coulisses. Découvrez les histoires inspirantes des femmes et des hommes, experts, galéristes, collectionneurs, qui agissent à l'unisson pour rendre ce secteur vibrant et riche en découvertes, avec l'amour et la passion pour l'art et la beauté qui les guident au quotidien. Partez pour un voyage unique, où la tradition et l'expertise se mêlent aujourd'hui à l'innovation et à la technologie, où des nouveaux enjeux sociétaux et juridiques rebattent les cartes du secteur et redéfinissent l'essence même du collectionnisme au XXIe siècle. Je m'appelle Bornas Cognamillo, je suis le PDG et fondateur de Minkleman & Co. Et ça, c'est Rosantico. Antonia Eberwein, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Moi, je vais très bien. Je suis très content de vous recevoir sur notre podcast et je suis vraiment content de continuer dans la lignée de galeries spécialisées, notamment en égyptologie, parce que nos auditeurs savent que je suis de formation égyptologue. Mais donc, voilà, je suis très heureux et très honoré de vous avoir sur Rosantico. La première question que je vous pose, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Bien sûr, bien sûr. Bonjour. Alors, moi aussi, je suis ravie d'être ici. Je suis Antonia Ibarwein. J'ai commencé de travailler avec ma mère il y a à peu près une trentaine d'années parce qu'elle, elle a ouvert sa galerie il y a plus de 50 ans et en Allemagne, à Göttingen, la ville de Barbara. Et un tout petit peu plus tard dans sa carrière, elle avait besoin un peu plus d'aide. Mhm, Et comme j'étais comme un peu bercée dans ce métier parce que je suis allée l'aider sur les différents salons en Allemagne, à Hanovre, Munich, etc., à Cologne également. Ça, c'est venu un peu naturellement. J'étais de toute façon à l'époque dans une période où je me posais des questions sur mon avenir mhm, professionnel, ce que je voulais faire. Et donc, j'ai fait le saut de commencer comme galériste dans l'archéologie égyptienne. mhm, Donc, surtout l'archéologie égyptienne, parce que, alors déjà, ma mère, elle était spécialisée plutôt en Égypte antique, hein. Et pour moi, c'était plus important déjà d'avoir une connaissance bien profonde d'une culture spécifique que de connaître plusieurs cultures, mais un peu plus générale. Donc, c'est ça ce que j'ai fait, hein. Je me suis vraiment basée que sur la culture égyptienne. Et donc, comme j'habitais à Paris, j'ai fait le cursus habituel ou mhm, normal, c'est-à-dire l'école du Louvre. J'ai fait en parallèle des cours à Khéops, qui est un institut qui se consacre aussi surtout à l'égyptologie, qui fait aussi beaucoup mhm. de publications dans ce domaine. Et je me suis formée avec ma mère sur le terrain, Tout à fait. avec aussi mes restaurateurs, tout le monde qui pouvait m'enseigner d'autres choses. J'ai pris ce qu'il y avait à prendre. Excellent, excellent. Et aujourd'hui, donc votre quotidien de galeriste, comment peut-il se résumer? Si vous pouviez nous donner un peu une journée type de la galerie Eberwein. Alors, il n'y a pas du tout de journée type, pour être honnête, Mhm, parce que j'ai une galerie donc physique qui est à Saint-Germain. Je ne suis pas tous les jours là-bas parce que c'est voilà, il y a trop d'autres choses à faire.
Et la seule chose qui est Mhm. vraiment typique de ma journée, c'est que quand je me lève, la première chose, c'est que j'allume mon ordinateur, je regarde tous mes mails et après, je fais des recherches sur Internet pour trouver des objets. Ça, je le fais tous les jours. Il n'y a pas un jour qui se passe et je le Très fais bien. les jours de la semaine, samedi, dimanche, en vacances. Bon, de temps en temps pas en vacances, mais normalement, c'est vraiment ce que je fais tous les matins et c'est très important. D'accord. Mais c'est vrai que en parlant avec d'autres confrères et consoeurs, c'est vrai que la partie de recherche, c'est vraiment le cœur presque du métier. Alors peut-être de l'extérieur, on ne le voit pas, mais parce qu'il y a un objet qui est exposé, affiché en vente, mais derrière, il y a toute une recherche, une phase de recherche qui est fondamentale, n'est-ce pas? Oui, non, on voit pas du tout. Je veux dire, comme je disais, je passe au moins 2 heures tous les jours sur Internet Oui. pour trouver des objets, pour demander plus de renseignements sur des objets que j'ai trouvés, pour contacter mes clients ou Mhm. des anciens collectionneurs. Donc, c'est vraiment un minimum de 2 heures pour la recherche. C'est vrai, je dois dire, c'est aussi ce que je préfère à faire, hein. Je préfère ça que de m'occuper de ma comptabilité ou, je sais pas, de faire ce genre de choses. C'est vraiment, c'est très excitant parce que si vous trouvez quelque chose, vous pouvez vous faire un petit film. Oui, si je peux l'acheter, je vais faire ci, je vais le faire socler, je vais le faire restaurer, je vais le faire nettoyer. Et donc, il y a une imagination qui se fait et c'est très positif. C'est pour ça que je commence Hmm. tous les jours avec ça. Parce que ça donne un bon élan pour la journée. Bah, écoutez, il y a ceux qui font la morning routine en faisant leur footing au bord de la Seine, et vous, c'est l'étude des objets. Mais c'est très bien, c'est très bien. Moi, je le fais avant mon footing. Exactement. Super, André, merci beaucoup. Et justement, par rapport aux expositions récentes, les événements récents, vous avez participé à quel salon et auquel vous allez participer bientôt? Est-ce que vous pourrez nous en dire un peu plus? Alors, oui, dernièrement, j'ai fait un tout petit peu trop. Euh, oui, le dernier trimestre 2023, parce que j'ai fait le Pourquoi des mondes, j'ai fait Opus Ancient Art, j'ai fait notre exposition à Bâle, et puis ensuite j'ai fait Fine Art la Biennale. Donc du coup, je me suis promis à moi-même que cette année, au début de l'année 2024, je ne vais pas faire de manifestation jusqu'en septembre. Donc, oui, parce que j'ai rapatrié beaucoup de documentation et toute la Ok. librairie d'Allemagne. Ça fait plusieurs mètres cubes que je n'ai pas pu encore ranger, j'ai pas pu regarder ce que j'avais, j'ai pas pu m'en occuper. Donc Mhm. tout est en vrac dans ma galerie et c'est invivable. Ah oui. Et il faut le faire et je peux pas faire tout en même temps parce que je travaille seule. D'accord, très bien. J'ai vu le dernier opus, c'était sa deuxième édition. C'est une exposition qui est organisée, n'est-ce pas, par des spécialistes. Donc c'est un peu chercher un renouveau sur le marché parisien. C'est un peu ça, l'objectif? Ah, oui, c'est un peu ça. En même temps, moi, je trouve vraiment que c'est très, très important les salons qui sont très pointus, très spécialisés. Parce que si vous avez 15 exposants de bonne qualité, bien évidemment, je ne parle pas des gens qui ont une mauvaise qualité, mais vous allez attirer une clientèle internationale. Parce que aussi bien les professionnels, par exemple les musées, que les collectionneurs internationaux peuvent avoir envie de venir parce qu'ils savent qu'il y a au moins 10 galeries qui participent. Donc, ils ont un choix qui est quand même beaucoup plus important que s'ils vont venir, par exemple, oui, à Fine Art la Biennale, s'ils vont à Frieze Masters. Il y a toujours simplement une sélection de marchands, même à TFA. Enfin, bon, on est quand même pas mal, mais c'est bien d'avoir un salon vraiment spécialisé sur un sujet. Très bien, merci beaucoup. Pour avancer, donc je vais aussi vous poser une question sur quelques objets qui ont fait
qui ont marqué un peu votre carrière d'experte et de galériste. Est-ce que vous pourriez nous raconter une histoire de découverte d'un objet qui après s'est, je l'espère, résolu avec une belle vente? Oui, oui, il y a notamment un, parce qu'il faut parler de l'histoire. J'en ai un en ce moment, mais l'histoire n'est pas encore finie, donc je peux pas en parler. Je ne sais pas quel chemin cet objet va prendre. Celui dont je voulais vous parler, il s'agissait d'un relief hein, qui représentait quelques hiéroglyphes hein, que nous avons pu déterminer devenant de la tombe de Séti Ier. Après que je l'avais acquis, j'ai pu trouver son histoire récente. J'ai pu déterminer que quand Belzoni il avait découvert, bon, il était certes dans la tombe, mais il y avait toute une série de photos qui a été prise plus tard pour le Metropolitan Museum de New York. Et sur ces photos, ce morceau de relief n'a déjà plus été en place. Hein. Donc, en soi, donc ça c'était en 1870 à peu près. Donc, même que je n'avais pas vraiment des papiers en soi, j'étais plutôt rassurée parce que il a déjà été sorti de la tombe il y a très longtemps. Et les papiers, et je les ai trouvés plus tard. Il est passé dans une vente il y a très très longtemps à Londres. Mais ça, c'était venu bien plus tard que j'ai pu déterminer déjà au moins la licité de ce relief, qui est d'un tombeau royal, donc une pièce extrêmement importante. Et pour finir avec cette histoire, ce que je trouvais très intéressant aussi, parce que à Bâle, il y a à peu près 5 années, il y avait une exposition donc justement sur cette tombe et ils étaient en train de tout scanner. Donc toute la tombe a été passée au scanner. Hein. Et donc je me suis rapprochée au laboratoire qui faisait donc toutes les scans et ils sont passés à ma galerie et ils ont scanné aussi ce relief hein, pour qu'ils puissent au moins virtuellement le poser à l'endroit où il devrait être. Parce que l'endroit est bien déterminé à cause de ce qui est dessus. Et donc voilà, il est au moins virtuellement en place et puis peut-être le collectionneur un jour fera rapatrier le relief aussi en Égypte. Hein. Intéressant, intéressant. Mais en tout cas, ce que je remarque souvent, c'est que l'histoire des objets, c'est une histoire qui suit des cycles, bien sûr en passant de main à main, de collectionneur à collectionneur. Et c'est toujours intéressant de voir l'histoire, comment elle se perpétue, et tout en changeant en même temps. Et c'est vraiment passionnant. Et merci pour ce témoignage. Pour continuer, Antonia, euh, moi, une question que je pose souvent à nos invités, c'est quelle est votre vision sur le collectionnisme aujourd'hui, donc notamment le collectionnisme d'Antiquité. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, collectionner? C'est difficile de dire hein, parce que effectivement ça change un tout petit peu. Il y a des collections encore qui sont vraiment spécialisées ou des collectionneurs qui n'achètent que par exemple l'archéologie égyptienne, qui se connaissent très bien, qui sont vraiment des très grands connaisseurs de temps en temps dans leur domaine. Euh, ils savent bien plus que certains chercheurs parce ils sont très spécialisés. Donc, je pense que ce type de collectionneur ne va pas disparaître parce que c'est un intérêt sur un point particulier de notre histoire. Parce que même si c'est en Égypte, je veux dire, tout est quand même notre histoire, c'est notre culture. Nous avons tous eu une partie de cette connaissance. Hein. Je veux dire, vous avez fait, quand vous étiez, je crois, en primaire, vous avez tous suivi des cours d'égyptologie à 7, 8 ans ou 9 ans. Donc, je sais pas, ça fait vraiment, c'est à part entière dans notre histoire hein, ancrée. Et il y a d'autres collectionneurs qui sont peut-être un peu plus, pour le marchand, un peu plus difficile, qui vont acheter ou qui vont chercher un objet
qui représentent la culture hein, et peut-être un objet égyptien ou deux, mais après qui vont se tourner vers d'autres cultures, vers d'autres, même vers d'autres époques, hein, vers l'art moderne. Donc et ces collectionneurs-là, ils sont plus difficilement, bien évidemment, à trouver parce qu'il faut soit faire une publicité, soit dans les journaux, soit sur Internet, soit sur les salons difficilement trouvables. Ceux qui sont vraiment spécialisés dans mon domaine, je pense la plupart des gens connaissent les marchands sérieux qui font ou qui travaillent dans leur spécialité. Est-ce que vous remarquez un renouveau, le public en fait, des collectionneurs? Alors, j'en parlais avec une de vos consoeurs qui m'a dit, ah, Borna, vas-y, cache, tu peux le dire. Est-ce que c'est toujours des vieux qui achètent l'archéologie ou il y a bien un renouveau dans le public des collectionneurs? Donc, moi, je vous pose la question de manière plus policée au moins. Moi, je trouve des collectionneurs un peu dans tous les âges. Effectivement, les collectionneurs sont plutôt un peu plus âgés que très jeunes, hein. Mais c'est pas là, je parle des collectionneurs qui m'achètent maintenant vraiment sur un salon. Ce qui ne veut pas dire que l'intérêt n'est pas là. Mais effectivement, quand vous êtes étudiant, vous allez peut-être pas avoir 2 à 3 000 euros à dépenser dans une statuette que vous mettez sur le coin de votre table. Donc, je veux dire, les priorités, tout simplement, ne sont pas les mêmes, hein. Euh, mais l'intérêt est là par exemple pour les jeunes collectionneurs, ce que même quand ils achètent vraiment des petites choses, déjà de toute façon j'en ai toujours, donc je leur propose et par exemple je leur propose également de payer en plusieurs fois ou même avec des comment ça s'appelle, des installments tous les mois. Hein, donc, j'ai quelqu'un qui vraiment, quelqu'un bon, lui, il est peut-être pas très jeune, mais il a un travail modeste et il me fait un virement tous les mois de 200 euros. Et de cette façon, bon, ça va prendre peut-être 2 à 3 ans pour lui pour pouvoir l'acheter, mais il a les moyens. Et les vrais collectionneurs font ce genre de choses. Ah, ah, intéressant. Ça, c'est très intéressant comme, effectivement, comme moyen de fidélisation. Effectivement, c'est la première fois que je l'entends, donc c'est très intéressant. Et finalement, it makes sense. Ça a tout son sens, effectivement. Oui, oui. Et bon, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai quand même pas mal de plutôt jeunes collectionneurs à qui je leur dis, bon, effectivement, si vous voulez, bon, on peut s'arranger. Parce que à la fin, je me dis, bon, je peux éventuellement, personne me dit que je vais le vendre demain. Peut-être je le vendrai dans 3 ans. Autant faire plaisir à quelqu'un qui veut vraiment acheter cet objet, mais qui peut m'acheter que, voilà, avec des installments tous les mois ou tous les 3 mois. Ou bon, voilà, on se met d'accord et puis soit j'accepte pas. Mais je trouve que c'est une bonne façon pour les jeunes de commencer à fonctionner. Absolument. Et aussi, une autre question sur les publics. Est-ce que vous voyez, vous l'avez déjà un peu mentionné, mais pour moi, c'est intéressant, la question sur la dichotomie parfois qui existe entre l'art ancien, les antiquités archéologiques et l'art contemporain et moderne. Aujourd'hui, il y a une superposition. On arrive à attirer des publics similaires et surtout, dans ma réflexion, c'est est-ce qu'il y a des moyens pour votre secteur, je dirais notre secteur, parce que je m'y mets dedans en tant que média, est-ce qu'il y a des moyens justement pour chercher à attirer ou créer du renouveau de l'intérêt dans des nouvelles générations? C'est une question ouverte. Oui, moi je trouve c'est définitif. On peut toujours trouver de l'intérêt dans les collectionneurs de l'art moderne. D'ailleurs, ça marche très bien ensemble, l'art moderne et certaines pièces, par exemple égyptiennes. C'est peut-être, vous allez pas, il faut choisir peut-être ces objets pour pouvoir attirer l'œil
quelqu'un qui est plutôt collectionneur d'art moderne, il y a certains types de pièces, vous allez peut-être pas nécessairement amener ou exposer ou proposer, mais il y a le plus classique, c'est toute la vaisselle funéraire de l'époque tinnite, qui est tellement intemporelle, qui a des formes tellement pures et simples que ça, voilà, ça attire tout de suite les gens qui sont plutôt peut-être dans le monde de la décoration ou de l'art moderne. D'accord, très bien. Et justement, sur ce secteur-là, vous avez, enfin, ça fait partie d'un de vos canaux de vente, le design d'intérieur, le décoratif. Alors, je me spécialise pas là-dessus parce que c'est trop. Moi, mon intérêt, c'est vraiment les objets qui sont beaucoup d'histoire, qui sont différents, mais comme moi personnellement, j'aime beaucoup toute cette série de vases ou d'assiettes, etc. J'en ai toujours. Hein, c'est comme les black tops. Je ne peux pas faire un stand sans avoir au moins un black top. Hein. Simplement, je trouve c'est très beau et c'est pour ça, moi déjà, moi je suis très intéressée par ce type d'objet. Mais voilà, c'est pas, ça n'a pas un énorme intérêt dans l'égyptologie. Et moi, je préfère des pièces qui ont peut-être un peu plus à raconter. Ok, d'accord. Une dernière question sur la partie plus collectionnisme. Est-ce que parmi votre public, est-ce que vous ressentez aussi un besoin de réflexion en termes d'investissement? Ça m'intéresse d'avoir aussi votre point de vue sur la vision des antiquités en tant qu'actif intéressant. Ça dépend, ce ne sont pas des actions, ça c'est sûr, hein, et ce n'est pas spéculatif. Ni l'un ni l'autre. Et ça, je le dis toujours aussi aux gens. Donc déjà, si on veut acheter une œuvre archéologique, déjà, il faut l'aimer. Et c'est vraiment, c'est le plus important. Que après, ensuite, elle ne va, vue à la longue, elle ne va pas perdre sa valeur. Donc, vous n'allez pas aujourd'hui acheter un Ushepti que demain aurait plus que ou vaudrait plus que la moitié. C'est pas la loi du marché, au moins dans l'archéologie égyptienne, ou je pense l'archéologie générale. Mais effectivement, si vous achetez un Ushepti chez moi aujourd'hui et vous voulez le vendre dans un an, vous n'allez pas pouvoir le vendre au même prix que vous me l'avez acheté. Parce que le Shifty, dans un an, il va valoir plus ou moins la même chose qu'aujourd'hui. Donc, et pour pouvoir le vendre, il faut que vous vous adressiez à un professionnel, donc soit à moi, soit une vente aux enchères. Et tous les deux, aussi moi que la maison de vente, on va vous prendre des pourcentages. Mais si vous gardez le même Ushepti parce que vous l'avez acheté, parce que vous l'adorez et que vous voulez vivre avec, hein, et vous essayez de le revendre dans 20 ou 30 ans, là, vous allez retrouver votre agent que vous avez mis et vous allez vraiment récupérer la même valeur que vous aviez mis. Mais voilà, c'est pour ça que je veux dire, c'est pas quelque chose qui va tout d'un coup s'envoler ou qui va tomber par terre. C'est une valeur plutôt stable et sûre. Et vous avez dit le mot clé, valeur stable. Nous, on a constitué chez Winkelmann Co, on a une base de données. En fait, là, on a référencé, on a 28 000 objets, mais on en a 40 000 de référencés en base qui sont prêts à être insérés. Et en fait, on voit sur un historique d'une trentaine d'années, et on voit très bien en fait les courbes de l'estimation basse et haute et les prix réalisés. Et sur des fourchettes, sur des prix qui vont, disons, entre 10 000 € et 500 000 euros, donc les pièces quand même qui peuvent varier pas mal déjà, mais sur cette tranche de prix-là, on voit une stabilité assez incroyable sur les prix réalisés, donc les objets, ce qui permet aussi pour un collectionneur de se dire, ah tiens, si j'investis, ça va être aussi une valeur refuge qui peut me servir dans... Alors, on parle sur un échelon temporel
selon mes calculs, entre 7 voire 10 ans. Mais c'est déjà quand même plutôt pas mal, enfin, par rapport à d'autres actifs, comme vous disiez, les actions, obligations ou autres, effectivement. Tout à fait. Et je dois quand même dire, il ne faut pas acheter pour un investissement. Ça, mais bon, de toute façon, je crois, même dans n'importe quel domaine de l'art, je pense pas simplement pour investir, je pense que vous allez toujours faire une mauvaise affaire. Il faut acheter parce que vous aimez bien ce que vous achetez, pas parce que vous voulez placer de l'argent et dans 5 ans, vous voulez le récupérer. C'est pas comme ça, ou même faire plus, hein. C'est pas comme ça, parce que ça, c'est un métier, hein. Ça, c'est pas le collectionneur, en fait. Très bien. Antonia, passons aussi à l'avant-dernière partie de notre podcast. J'aurais donc quelques questions sur l'avenir du marché de l'art, l'innovation qui va avec. Déjà, comme première question, comment envisagez-vous l'avenir du marché de l'art des antiquités? Quels sont selon vous les plus grands défis aujourd'hui, mais aussi, parce qu'on est toujours optimiste et positif, les opportunités éventuellement à saisir? Le plus grand défi, c'est, je pense, pour nous aujourd'hui, c'est quand même la charge immense de documentation, de recherche, etc., que on doit faire et qui doit être prise, par exemple, dans une société comme la mienne, où je suis seule à faire en fait tout, euh, qui doit être pris donc sur mon temps, peut-être de recherche des objets ou de lecture dans ma bibliothèque, etc. Donc, ce qui est dommage parce que c'est des temps privilégiés que j'aime bien et bon, ce qui fait aussi mon métier, c'est une des raisons pourquoi je l'ai fait, parce que l'objet en soi m'intéresse et aussi ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il raconte. Ça devient très difficile à pouvoir mener le combat contre toutes les législations, déjà de les avoir en tête et de les connaître, et de les suivre et de faire toute la documentation que pour être à jour de ses obligations. C'est beaucoup de travail et c'est de plus en plus et c'est dommage parce qu'en en fait on perd un tout petit peu la raison pourquoi on fait ce métier. Ok, très bien. Mais ça, c'est très important que vous disiez ça. Et je pense aussi que d'un point de vue du collectionnisme, de manière générale, aujourd'hui, c'est vraiment dommage que des familles qui ont hérité d'une collection, en fait, de leur grand-père ou arrière-grand-père, donc on parle d'années où on n'avait pas forcément de certificat, de certification pour chaque objet. Finalement, on arrive aujourd'hui à avoir des objets un peu orphelins, on les appelle, et quelle est la solution? Parce que moi, j'aimerais bien, on en parlera peut-être aussi parce que vous êtes membre aussi de la IADA, du syndicat national des antiquaires, donc c'est, je pense, des thématiques importantes pour vos organisations de représentation de votre métier. Mais justement, est-ce que vous voyez des horizons de réforme, d'amélioration un peu de réglementation ou comme certains de nos confrères, doit-on rester un peu pessimiste et de dire bon, en fait, c'est un peu fichu et le market pool, de manière générale, va se réduire et ça va nous mettre un peu en concurrence, mais ça va au moins faire augmenter les prix des pièces qui seront légitimes. Voilà, quel est un peu votre point de vue là-dessus? Alors déjà, de toute façon, il y a des groupes qui travaillent déjà sur cette question, donc c'est très important parce qu'il y en a quand même beaucoup. Parce qu'il ne faut pas oublier que déjà à la base, quand on nous demande une documentation, par exemple l'exportation à l'époque de l'Égypte, euh, tous ces papiers-là, ça n'existe plus puisque un document d'exportation est là pour exporter l'objet et elle n'a plus du tout, ou ce document n'a plus aucune valeur après l'importation dans le pays de destination. Donc, moi, aujourd'hui, autant que marchand, oui, je garde bien évidemment pour ma comptabilité tout ce qui est permis d'ailleurs exportation et importation. Autant que collectionneur, j'en ai pas besoin.
Une fois que j'ai rapporté, j'ai payé mes droits de douane, j'ai payé peut-être une TVA. Euh, le papier n'a plus aucune valeur pour moi. Parce que de toute façon, je l'ai acheté. Et surtout, il faut penser en arrière, hein. Donc, avant les années 1980. Et à l'époque, ça n'avait encore moins de valeur. Déjà, même les factures n'avaient pas autant de valeur qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, on court après. Mais il ne faut jamais oublier, on ne peut pas juger un temps dans le passé avec nos attentes d'aujourd'hui. Et ça, c'est le pire qu'on puisse faire parce que en 1980, l'esprit n'était pas tourné vers les factures qu'il fallait absolument garder, les documentations d'importation et exportation, ou éventuellement des expertises ou quoi que ce soit. Donc, on ne peut pas aujourd'hui condamner tout un groupe d'objets d'art parce qu'aujourd'hui, nous avons pris conscience que ce n'était pas une bonne manière de se comporter ou d'acheter. Mais voilà, c'était à l'époque. Et la prise de conscience, elle est aujourd'hui. Mais si j'ai jeté ma facture hier, aujourd'hui, bah, je ne l'ai plus. Voilà. D'accord, d'accord. Et justement, vous parlez de groupe de travail. Je pense que ça intéresse beaucoup d'un point de vue vraiment juridique, mais aussi c'est géopolitique, tout ça, parce que on a parmi nos invités David Fajol, qui par exemple nous a fait vraiment une masterclass. Je vous inviterai à l'écouter. Elle est vraiment géniale sur vraiment la législation du patrimoine culturel vu d'un point de vue de l'histoire coloniale et de la géopolitique actuelle. Vraiment, c'est une pépite cet épisode. Mais je voulais juste savoir, donc, au niveau des groupes de travail, au niveau de l'Union européenne, parce qu'on parle notamment donc, d'une législation européenne, vous avez des news sur est-ce qu'il y a des réflexions qui peuvent aider un peu le secteur, un peu à desserrer les taux? Parce que là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Parfois, ça devient impossible, voire ça incite, à mon avis, à mon sens, incite à créer un marché secondaire souterrain qui est d'autant plus dangereux et qui nuit au marché en tant que tel, aux objets en tant que tel. Donc. Alors, le problème, c'est que, alors moi, j'en fais pas partie parce que bon, on peut pas se mettre toutes les casquettes, on peut pas travailler dans sur toutes les commissions. Donc, je n'ai pas trop d'informations à vous donner. Je le suis avec une petite oreille. Je sais qu'il y a des gens très, très compétents au niveau européen et d'ailleurs même mondial, qui suivent ça. Mais je pense qu'il faut attendre un peu pour que tout ça se mette un peu en route parce que c'est pas depuis très longtemps. Je pense qu'ils ont eu leur premier rendez-vous, je pense, il y a un an à peu près, un an et demi peut-être. Mais j'ai remarqué quand même une prise de conscience de la part des autorités de ce problème des orphelins et qu'il faut trouver une solution. Donc maintenant, si la solution elle est bonne ou pas bonne, ça c'est écrit dans les étoiles, hein, si on dit ça en français, mais voilà, en allemand on dit ça. Très bien. Moi, j'ai presque l'intention de dire que ce serait dans l'intérêt des pays sources, toutes les réserves, toutes les collections qu'ils ont dans leur réserve, justement, de créer éventuellement un dispositif innovant qui permette de vendre ces pièces, peut-être de manière digitale, c'est que ces pièces ne peuvent pas sortir d'Italie. Moi, je suis italien, donc, mais peut-être c'est parmi les innovations à venir, c'est tout ce qui touche à la blockchain, la certification numérique, des objets, des expositions virtuelles pour attirer de nouveaux publics éloignés. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Alors oui, oui et non. Moi, je suis très peut-être l'ancienne école. Pour moi, l'objet, il faut que je l'ai en main pour en juger. Les choses virtuelles, bon, ça commence aussi de se mettre en place au fur et à mesure, hein. Pour l'instant, je pense les moyens ne sont pas encore vraiment à la pointe de la technologie qu'on aimerait bien les avoir parce que les virtuels, c'est très bien, mais souvent on manque quand même cette trois-dimensionnalité. Avec des tableaux, ça marche très bien, hein, mais parce qu'ils sont pleins. Mais avec les statues, etc., c'est un peu plus difficile. Bon, mais il y aura des progrès, donc ça sera peut-être effectivement une façon de faire. Mieux que de ne pas le voir, c'est de le voir comme ça. Mais je trouve
toujours quand même autre chose d'être en face d'un objet parce qu'il va vous parler. Et je trouve sur une photo, ça dépend l'angle, ça dépend la couleur, ça dépend la lumière, ça dépend tellement de choses qu'on n'a pas en main et que l'œil ne voit pas tellement. Quand vous êtes devant l'objet, il vous parle. Absolument. Ah, et d'ailleurs, sur ce point-là, je voulais vous conseiller absolument d'aller voir la galerie Gusemeyer-Wolliner qui était présent au Parcours des Mondes et qui ont présenté en fait l'expo Frozen Magic qui est exceptionnelle d'un point de vue d'exposition virtuelle. Ils ont travaillé avec une startup qui s'appelle Objet.art. Et je vous conseille d'aller voir. Ils font de la photogrammétrie 3D superbe avec une mise en scène, une scénographie digitale vraiment hyper quali. Voilà, c'est cadeau. Allez voir et aussi pour nos auditeurs, c'est vraiment super ce qu'ils font. Et je dis à mon public que je ne suis pas payé pour faire de la publicité en tout cas. Mais donc, Non, mais c'est très bien. Et j'aimerais bien oui, rajouter quelque chose, puisque pour justement les orphelins et puis pour la législation à venir, hein, parce que ce que je peux tout simplement recommander à tout le monde, c'est de suivre les newsletters de l'IADA. Parce que vous allez être au courant de tout ce qui se passe, tout ce qui est en courant de se mettre en place tout à fait. en termes de législation, etc. Et ça, c'est pas mal. Et puis, ou sinon, LinkedIn dans le Antiquities Forum. Et là, il y a vraiment, vraiment toutes les actualités et toutes, donc, dès qu'il y a quelque chose qui se passe en archéologie, on le marque dans les newsletters, c'est tout. Très bien, merci beaucoup Antonia. Euh, je vois que le temps file et que nous approchons à la fin du podcast. Est-ce que vous pourrez nous donner éventuellement les lectures qui ont un peu marqué votre parcours d'expert, de galeriste et que vous pourriez recommander à notre public? Oui, bon, bien sûr, hein. Alors, ce que je peux recommander, c'est plutôt des livres assez anciens, mais très, très complets. Et je les adore, mais c'est comme, par exemple, The Scepter of Egypt du Metropolitan Museum of New York. Et je l'utilise constamment. Parce que j'ai l'impression, chaque fois que je cherche quelque chose, je le trouve là-dedans. J'ai trouvé un objet que je trouve magnifique et je me dis, mais il est unique, hein. J'ouvre ce bouquin et le voilà en parallèle. Donc, ce n'était pas unique ce que j'ai acheté, mais voilà, il y a vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'on y trouve tout. De même, avec bien évidemment le Vendier en langue française, hein, il est aussi extrêmement complet, très intéressant. Mais sinon, le Brestet, j'aimerais bien le dire aussi parce que moi, j'ai commencé avec Brestet, qui était vraiment l'histoire de l'Égypte et qui se lit un peu comme un roman, hein, le soir dans le lit. Donc, c'est vraiment, bon, il est un peu grand, mais c'est vraiment quelque chose qui est très agréable à lire et où on apprend vraiment beaucoup de choses, beaucoup de bases qui sont essentielles pour ce qu'on apprend après. Exactement, c'est très très bien. Merci beaucoup. Antonia, on arrive à la fin de notre interview. Donc la dernière question, c'est comment on peut vous joindre? Par quel canal? Dites-nous un peu plus pour notre public. Oui, donc bien évidemment, via le site qui va être remis en place. D'ailleurs, j'aurai un nouveau site, je pense, mars-avril. Bien évidemment, par le téléphone, hein. C'est le plus facile parce que c'est les emails, j'en ai beaucoup tous les jours. Donc, le mail, c'est possible, mais le téléphone, c'est toujours mieux. Super, c'est très très clair. Eh bien, Antonia, je vous remercie pour votre temps. Je suis toujours vraiment, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec des personnes comme vous. Nous sentons la passion, on voit que vous êtes passionné, on voit que c'est un métier qui est exceptionnel et qui a plein de facettes. Et c'est aussi grâce à votre activité je trouve personnellement, hein, sans vouloir flatter, mais je suis vraiment convaincu de ça. Votre métier, ça contribue énormément à la préservation de l'histoire et de la mémoire des civilisations anciennes. Et j'espère aussi que nos auditeurs seront d'accord.
Merci beaucoup de m'avoir appelé et de m'avoir interviewé. C'est très gentil. Merci et à bientôt, Antonia. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à noter Rosantico avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Cela nous aide énormément à le diffuser et à faire grandir notre audience. Rosantico est un podcast produit par Winkelmann & Co, société spécialisée dans les services innovants à destination des professionnels du marché de l'art. Si vous voulez en savoir plus, connectez-vous sur www.winkelmann.co. Merci et à bientôt.